Luc, Maxence et moi, nous nous connaissons depuis 35 ans, lorsque nous étions ensemble au collège, et nous avons décidé pour marquer notre passage à la cinquantaine, de partir pour un road trip moto de 15 jours au Maroc. Notre objectif est de traverser le Maroc par les pistes off-road de l'Atlas pour rejoindre les portes du désert du Sahara, une boucle d'environ 3000 km. Pour ce voyage, Max a opté pour une KTM 690 Enduro, Luc une Yamaha Ténéré 700 et moi une Honda Africa Twin 1000 que nous avons équipée pour un usage off-road. Nous avons embarqué à 7 avec la compagnie GNV, direction Nador au nord du Maroc pour une croisière de 48 heures. En rejoignant le parking moto, à l'avant du bateau, nous retrouvons les motards qui, comme nous, partent visiter le Maroc, pour la plupart des trails, surtout avec les inévitables GS, qui sont parfois bien plus chargés que nous. Les motos solidement arrimées, nous rejoignons notre cabine de 6 mètres carrés, vue sur mer, qui ressemble à un wagon-lit de première classe. Mais avec un coin sanitaire intégré. Une sorte de 3 en 1. Tu peux te soulager tout en prenant ta douche et te laver les dents. Certainement très pratique le matin quand tu es en retard pour le taf. Bon, forcément, avec toutes nos affaires de moto, la cabine ressemble rapidement à nos chambres d'ado. Nous profitons de la traversée pour nous reposer, afin d'être en pleine forme pour le début du road trip. Après une étape à Barcelone, entre le repos, la préparation de l'itinéraire, les apéros, repas et échanges avec différents motards à bord, la traversée passe très vite. Arrivés en début d'après-midi à Nador, nous sommes impatients de quitter le bateau et commencer notre road trip. Mais les diverses démarches administratives nous retardent, et nous quittons le port qu'au milieu d'après-midi, direction Traorir, ville qui se situe au sud à 100 km. Nous sommes pressés de quitter Nador et de rouler car il fait plus de 30 degrés. Luc se charge de nous guider avec le GPS de son téléphone, avec un certain succès, et donc avec Max, nous choisirons de lui déléguer cette tâche pour le reste du voyage. Vaut mieux un bon guide que deux qui cherchent. Il se fait déjà tard. Nous n'avons pas réservé d'hôtel. Nous choisissons donc de rejoindre la destination par la route et non par la piste, tout en privilégiant les routes secondaires viroleuses à souhait. Seule la partie centrale est bitumée, avec parfois des cailloux, mais avec nos trails, ça reste une partie de plaisir. À la sortie d'un virage, nous tombons nez à nez avec un troupeau de brebis. Nous voilà avertis de ce potentiel danger pour le reste du voyage. Évidemment, Max ne peut pas s'empêcher de rouler sur le remblai. Il a les crampons qui le démangent. T'inquiète Max, on est ici pour 15 jours. Arrivé à Traorir, on se rend compte que n'étant pas une ville touristique, les deux hôtels sont loin des standards européens, mais se rapprochent plus d'une prison. On paye d'ailleurs autant pour la chambre que pour garer les motos dans le hall de l'hôtel. Un petit repas rapide. Alors Max, t'as commandé quoi? Carottes râpées lavées à la main dans l'évier. Oui, bon. Un thé et au dodo dans notre lit douillet par 32 degrés. Nous profitons du petit déjeuner pour préparer notre itinéraire. Aujourd'hui, objectif Midelt, étape de 300 km, avec une partie off-road en début de parcours. Dans cette magnifique chambre, nous n'avons pas dormi, juste patienté que le jour se lève pour partir. Dès à présent, pour éviter une telle déconvenue, nous réserverons vers 16 h notre hôtel. Nous quittons rapidement les routes goudronnées pour nous engager sur des pistes qui sont assez roulantes et non piégeuses. On expérimente la navigation de Luc aux petits oignons qui nous fait traverser des fermes à la grande surprise des habitants. Luc ayant récupéré la trace sur un site spécialisé, on n'est certainement ni les premiers ni les derniers. Et puis un peu plus loin, on découvre un plateau désertique. Et on prend notre premier pied à rouler en off-road en hors-piste.
On rejoint ensuite une autre piste, nous ne sommes pas déçus. Ici, les terrains de jeu sont incroyables. Nous reprenons le bitume en fin d'après-midi, pour rejoindre plus rapidement notre destination, qui, contrairement à notre chambre d'hier, respire le luxe et le confort. Offrant le breuvage le plus précieux, la binouse du motard. Après une bonne nuit de sommeil, dans un lit extra confortable, nous reprenons la route vers Imishil pour une petite étape de 150 km à travers le Moyen et le Haut Atlas. L'objectif de la journée est de nous rendre au cirque de Jafar. Le début de parcours est une route virelosse très agréable. Et soudain, au détour d'un virage, je vois Max qui est descendu de sa moto pour ramasser un gros caillou. Mais ce n'est pas un caillou, c'est une tortue qui fait la sieste au milieu de la route. La pauvre, elle a déjà dû avoir une rencontre avec un véhicule, elle est toute cabossée. Nous attaquons rapidement par une super piste off-road roulante. Le temps de prendre nos marques et Luc est déjà parti en mode rallye. Nous arrivons au cirque de Jafar qui est très difficile d'accès. La route est longue et rocailleuse, et les falaises sont abruptes, mais le jeu en vaut la chandelle. Le cirque de Jafar offre des points de vue à couper le souffle. On attaque la traversée du cirque. Au fur et à mesure, les parois se rapprochent et la hauteur des pierres augmente. Nous sommes sortis du cirque et nous retrouvons la route goudronnée. À chaque village, les enfants nous accueillent comme des coureurs de Tour de France. On arrive à un passage à gué. Manque de chance, au tirage au sort, je suis désigné pour le passer en premier. Mais aucune difficulté, Luc s'amusant à le passer plusieurs fois.
Nous arrivons en fin de journée à Imitchil, bourgade située à 2200 mètres d'altitude, au cœur du Haut Atlas. On a trouvé une chambre d'hôte confortable et accueillante où nous dégustons une délicieuse tagine. 1, 2, 3. Beaux légumes. Merci. Beaux légumes à la vapeur. Nous reprenons la route pour Tagezout, pour une étape de 220 km. L'objectif de la journée est de nous rendre aux gorges du Dadès. Et comme chaque matin, nous réinstallons notre pactage sur nos motos avec plus ou moins de rapidité. Vérification, toutes les vis soient bien fixées. Oui, toujours avec son camelback, lui. Ouais. Arrêtez Je son... vais essayer que l'eau ne passe pas dans le camelback, dans la sacoche, sans passer par ma bouche. Le principe du camelback de Max, c'est que c'est la moto qui boit. C'est important le harnachement. Après t'es emmerdé, il vaut mieux passer du temps au début qu'après sur la route. On sort de la ville en cherchant de l'essence. Nous sommes en réserve, et ici comme en France, le litre est à 2 €. Le salaire moyen journalier étant de 12 €, c'est un produit de luxe au Maroc. La station est en rupture, sur les conseils d'un Marocain, nous prenons la route en espérant trouver de l'essence dans un village 40 km plus loin. Nous sommes heureux de trouver cette belle station Total. Trop heureux de trouver le précieux liquide. Bonjour. Bonjour. Vous avez de l'essence? Vous vendez de l'essence? Ok. Combien de lettres? Comment? Combien de lettres? 15 à peu près. 15. Vous allez, et pareil. C'est du samplon, hein. Avec nos dégaines, on attire vite les enfants du village. Les paysages que nous allons traverser sont à couper le souffle. On retrouve le bitume et traversons les villages avec toujours un accueil incroyable. Sur ce type de route en construction, tu es content d'avoir un trail. Nous arrivons aux gorges du Dadès, qui selon le guide, est sans doute les plus belles gorges du Maroc, longues de 25 km, avec une diversité de paysages et de couleurs qui rend les arrêts obligatoires et nombreux. Un petit tour en caméra embarquée, la route est un billard avec de superbes virages. Un petit coin de paradis.
La journée touche à sa fin et nous allons passer la soirée chez un ami de la famille de Luc, Mohamed, qui a travaillé des années dans l'Aveyron et qui est retourné à son village natal pour sa retraite. Mohamed nous a préparé un couscous avec des produits locaux du village, évidemment délicieux. Et ce sera d'ailleurs notre unique couscous du séjour. Ce sera l'occasion d'échanger avec lui sur la vie marocaine et notamment sur la diminution de la pluviométrie depuis quelques années qui devient très inquiétant. Il nous donnera comme exemple que son puits initialement creusé à 16 mètres doit être prolongé chaque année et sa profondeur a maintenant doublé. Avant de repartir, il nous propose de l'accompagner au marché local riche en couleurs. Aucun doute, la viande ne vient pas d'Argentine. À l'heure du départ, nous remercions chaleureusement notre hôte pour son accueil et les moments de partage. Nous prenons la route en début d'après-midi pour Merzouga, au port du Sahara, étape de 170 km exclusivement par la route. Nous sommes un peu pris par le temps. Les lignes droites sont interminables. Et en fin d'après-midi, nous arrivons à Merzouga avec comme objectif d'essayer de revivre une étape mythique du Paris-Dakar lorsqu'il était sur le continent africain, du désert de Merzouga à celui de Zagora. Ces deux déserts, bien que faisant partie du même désert du Sahara, sont totalement différents l'un de l'autre. Merzouga est célèbre pour ses dunes de sable, certaines atteignent 150 mètres de haut. C'est un haut lieu touristique du Maroc qui fait 20 km de long sur 5 km de large. Zagora est beaucoup plus aride et rocheux. C'est un itinéraire 100% off-road d'environ 250 km. Il n'y a pas de piste tracée, mais des traces GPS à suivre. Nous sommes arrivés à Merzouga l'avant-veille au soir, histoire de bien se reposer, de s'adapter à la chaleur, car la température est d'environ 40 degrés la journée, et de tester nos motos dans le sable des dunes. Nous commençons par celle de Max, une KTM 690 Enduro, la plus légère d'environ 150 kg sans les bagages. Elle fonctionne bien dans les dunes, mais a des problèmes de surchauffe liés à l'effort supplémentaire demandé au moteur pour rouler dans le sable et la chaleur. Puis nous testons la Ténéré 700 de Luc, modèle intermédiaire entre nos trois motos. Elle fait environ 200 kg, elle fonctionne bien dans les dunes, il reste à maîtriser la conduite dans le sable. Pour finir, nous testons la mienne, une Africa Twin 1000, modèle le plus lourd de 240 kg. Soyons clairs, pas facile de commencer avec ce modèle, car elle s'ensable facilement par son poids, et c'est difficile de la désensabler même à 3. Le problème du sable, c'est que tu n'apprends pas progressivement. La difficulté est tout de suite là. Et l'arrivée dans le sable, c'est dès que tu sens que ça bouge, et que tu vas t'en coller une, eh bien il faut accélérer. Autant te dire que c'est l'inverse que ce que te commande ton cerveau. La difficulté va donc être de passer outre. À la fin de la journée, à la veille de partir, plusieurs questions voire inquiétudes nous traversent l'esprit. La météo annonce pour le lendemain des températures jusqu'à 43 degrés. Si nous pensons pouvoir résister physiquement, qu'en est-il des motos dans ces conditions difficiles? N'allons-nous pas nous perdre? Car certes nous avons des GPS, mais il n'y a pas de piste. Allons-nous avoir assez d'eau et d'essence? L'itinéraire, bien que sablonneux, est assez roulant, mais il y a une zone d'environ 3 km de fèche-fèche très difficile et éprouvant à traverser. Lors d'une randonnée dans les dunes, nous pesons le pour et le contre. Et il nous vient comme une évidence, comme parfois lors de nos randonnées l'hiver en montagne. Face à l'hostilité des éléments, il faut savoir renoncer. Et c'est en louant en fin de journée des buggy pour s'amuser dans les dunes que nous vient la solution. Ali de la société Merzouga Désert, qui nous a accompagnés en buggy, propose de nous guider en 4x4 le lendemain vers Zagora, et cela résout pas mal de problèmes. Il va nous guider dans la zone de fèche-fèche, et nous indiquer le meilleur itinéraire pour le traverser le plus facilement. Ils seront deux pour éventuellement nous aider. Il va transporter nos bagages pour alléger les motos et prendre de l'eau. Bon, forcément, il ne peut rien pour la chaleur, mais elle sera déjà bien plus supportable si nous ne nous perdons pas. Après une bonne nuit de sommeil, nous attaquons dès le matin à 7 h pour profiter au maximum de la fraîcheur. Il fait déjà 34 degrés. Une route bitumée nous amène jusqu'à Taouz et nous attaquons l'off-road. Dès le début, le sable est bien présent sur la piste. Ce sont des bancs de sable assez profonds. Les premières difficultés arrivent,
que les premières chutes. Mais rien de dangereux car c'est à faible vitesse. C'est tenté mon Javier. J'arrive trop vite par rapport à la voiture. C'est simple. C'est bien tenté là. Non, parce que t'as creusé la croûte hein. La première galère arrive vite, je me suis ensablé jusqu'au sabot. Il fait 38 degrés. Nos tenues et la chaleur dégagée par les motos font que le désensablage de ma moto est vite éprouvant. On n'est pas trop de 3 pour dégager la moto. Le plus dur dans le sable, c'est de prendre de l'élan. Une fois que tu as passé les 30-40 km/h, ça va mieux. Le tout est de ne pas ralentir dès que la moto bouge. Plus facile à dire qu'à faire. Nous arrivons à Ramilla où nous faisons une pause et le plein d'essence avant d'attaquer la zone de fèche-fèche. Qu'est-ce que le fèche-fèche? C'est une sorte de poussière extrêmement fine, du sable en décomposition que l'on trouve au fond des rivières asséchées. Cela ressemble à de la farine. Le fèche-fèche rentre partout dans les masques, les poumons, le moteur. Particulièrement vicieux car il ne se contente pas d'être mou, mais il cache en profondeur des éléments aussi durs que des cailloux. Résultat, tu peux t'ensabler ou prendre des pierres invisibles. Max est sympa, il a échangé son 6,90 léger contre mon tanker. La moto est bien plus facile dans la difficulté et me permettra de bien progresser, ce qui me sera utile pour le reste de l'aventure.
Et voilà, la fin du fèche-fèche. Une fois le fèche-fèche passé, nous arrivons sur des anciens lacs asséchés. Le sable est très porteur et sans relief, un vrai billard. Comme pour les randonnées à ski, nous avons l'impression qu'après avoir monté en pot de phoque, nous attaquons la poudre au plein gaz. Un vrai moment de bonheur, une expérience incroyable. À cet instant, ce que l'on ressent sur la moto, on ne le ressent que très rarement, voire jamais dans la vie normale, du moins personnellement. Ce sentiment de liberté est inégalé. Même si il y a une composante de gestion des risques qui rend le tout encore plus riche en adrénaline.
Le hors-piste se termine. Ali nous a fait profiter de ses connaissances du terrain, ce qui nous a permis de profiter à fond de ces moments inoubliables, sans s'occuper de l'itinéraire et tous les autres problèmes logistiques. Nous avions juste à gérer les gaz, profiter du moment et en prendre plein les yeux. Un moment hors du temps qui reste gravé dans notre amitié et notre vie de motard. Il ne reste plus qu'à rejoindre Ouarzazate par la route, distante de 200 km, et au vu de la journée extraordinaire, on a choisi un superbe hôtel luxueux pour nous reposer. Aujourd'hui, l'objectif est Imini Free, et sur pont naturel, une étape de 150 km. Comme chaque jour, on prend soin de charger nos autos, et nous prenons la route en traversant Ouarzazate. Ouarzazate est une ville au sud des montagnes du Haut-Atlas, connue comme étant la porte du désert du Sahara. Son énorme casbah de Traourirt abritant un palais du 19e siècle. Il offre une vue sur le paysage rocailleux des environs qui apparaît dans plusieurs films. Nous retrouvons le Haut-Atlas avec ses paysages variés et époustouflants. La route alterne entre le bitume et une route dégradée qui parfois est une vraie piste off-road. Et l'on emprunte ensuite des pistes pour rejoindre notre destination. La terre est rouge et nous fait penser au Rougier de Camarès, ville natale de Max. Cette piste terreuse est incroyable, sans aucun piège, on peut rouler sans arrière-pensée.
On déjeune à 16 h. On visite ensuite le pont naturel d'Iminfri, qui fait partie des lieux incontournables au Maroc. C'est un site qui attire beaucoup de touristes et de voyageurs qui viennent visiter le Maroc. C'est une arche sculptée par la nature il y a presque 2 millions d'années. Il possède une longueur de 300 mètres et est perché à 50 mètres de hauteur. Et nous retrouvons notre chambre d'hôte avec encore une fois un charme incroyable. L'objectif du jour est la cathédrale d'Isfahan pour une étape de 200 km. Et comme souvent depuis le début du voyage, nous empruntons des routes bitumées afin de rejoindre les pistes sélectionnées par Luc en fin de soirée, pendant que Max et moi nous dormons déjà. Comme souvent au Maroc, on passe d'une route bitumée à une piste sans aucune alerte. Heureusement que l'on n'est pas en sportive. Le panorama est encore une fois fantastique, mais la route est dangereuse, à fleur de falaise pour pas se louper. La cathédrale d'Isfahan n'est pas un monument historique. Il s'agit en fait d'un site naturel ressemblant de loin à la silhouette d'une cathédrale, qui offre un paysage spectaculaire. Culminant à 1872 mètres d'altitude, la cathédrale d'Isfahan a une paroi de 600 mètres de long. Le site impressionne par la grandeur de ses formations géologiques, mais aussi par le contraste des couleurs, le brun des roches, le vert des pins et la terre rouge par endroits. Ce soir, nous dormons dans une chambre d'hôte avec vue sur la cathédrale. Nous sommes accueillis par le traditionnel thé, suivi d'une tagine au lapin, paraît-il. Et au lit dans nos 3 petits lits. L'objectif de la journée est d'arriver à Khénifra, une étape de 200 km. Dès le départ, on attaque directement en off-road. Nous nous dirigeons vers la vallée d'Anergui, traversée par l'Assif Meloul et ses gorges impressionnantes qui séparent le Haut Atlas du Moyen Atlas. Vu le précipice à droite, je préfère rouler à gauche. Ils sont accueillants ces chiens. Pour leur défense, ils ne doivent pas voir de motos tous les jours.
prend notre pied sur cette piste certes piégeuse et dangereuse, mais tellement amusante. Quand soudain, devant nous, un pont apparaît. Non! Me dis pas que c'est là? Non. Il mettait qu'il y avait un passage à... Oh enculé, moi je passe pas là. C'est un petit pont qui permet aux ânes de traverser la rivière. Il n'est pas si étroit que ça, mais au moindre problème tu tombes de 6 mètres, et en plus il y a un gros risque de recevoir la moto. Luc s'est bien gardé de nous le dire hier soir en préparant l'itinéraire. Max n'est pas plus enthousiaste que moi à le traverser. Mais Luc nous explique qu'il n'y a pas le choix, et qu'il va le traverser en premier. Yes! Bon, Ravière, c'était une blague. L'enfoiré! Il nous a bien eu. Et il est quitte à le retraverser. Trop content de ne pas avoir affronté cette épreuve, je me sens pousser des ailes et repars à pleine balle. Et nous tombons sur un second pont, bien plus simple à passer. C'est chaud là quand même, non? Ah mais s'ils le sentent pas... Ce n'est pas que ça soit difficile, mais le vide de chaque côté est impressionnant. Ça perturbe nos repères habituels, il ne faut pas réfléchir et ça passe tranquille. Yes! On s'arrête au village pour nous ravitailler en essence. C'est devant les stands, Le concessionnaire du coin. le concessionnaire du coin, avec les stands. Le stand 68, 69, 70. Voilà, avec le mécano qui attend. Et à la sortie du village, on tombe juste sur la fin de la journée d'école. On traverse troupeau de moutons sur troupeau de moutons. Vu que l'on ne croise aucun véhicule, ils ne doivent pas être souvent dérangés. Ouf, j'étais à 2 doigts de ramener l'agneau pour la télé du soir. Une petite pause casse-croûte, immangeable, faut bien le dire. Et on poursuit notre route, c'est un vrai circuit.
On arrive ensuite dans un hôtel luxueux, on est les seuls clients. Pour une fois, ce sera pas tagine ce soir. L'objectif du jour est de nous rapprocher de l'Andorre, et nous visons donc juste sous Fès pour une étape de 200 km. Nous traversons de grandes forêts de cèdres. Puis nous arrivons sur de grandes prairies. Nous suivons la trace GPS que Luc a chargée cette nuit. Il n'y a plus de piste. Nous traversons des habitations sous des regards incrédules. Ils n'ont pas dû voir des motos très souvent. Plus on avance, plus la difficulté s'accentue. On s'en rend pas bien compte à l'image, mais ça monte franchement. Il y a des grosses pierres à franchir, et à ce moment-là, je me doute bien que Luc ne peut pas nous l'avouer, mais on est perdu. C'est chaud là, hein. J'ai juste peur, c'est que je monte pour rien. Alors on n'est pas vraiment perdu, puisqu'avec le GPS nous savons exactement où nous sommes. Nous sommes perdus dans le sens où nous n'arrivons plus à trouver une piste qui nous permette d'avancer. Plus on avance, plus c'est compliqué. On attaque les chemins de chèvres que l'on a au préalable dégagés. Il est 14 h et on commence à avoir faim, surtout Max. Et on ne peut pas trop se permettre de jardiner à cause de notre autonomie en essence. Luc part à pied en éclaireur. Alors, t'en dis quoi? Il y a un national qui est juste en bas. Hein? Il y a un national qui est juste en bas. Le verdict tombe, pas le choix, on est dans une impasse. Il faut revenir en arrière sur 40 km et retrouver la dernière piste carrossable. Mais c'est avec grand plaisir que nous retournons sur une piste roulante.
Tiens, on dirait mon véhicule quand je pars en vacances avec ma femme. On traverse troupeau de moutons sur troupeau de moutons. C'est plus une piste, c'est un pâturage. Ce soir, nous dormons dans une chambre d'hôte dans la petite ville de Belle-Île, au pied du massif montagneux du Moyen Atlas à 1000 mètres d'altitude, village du IVe siècle se caractérisant par ses habitats troglodytes. Après un magnifique coucher de soleil sur Fès, nous rejoignons nos chambres tout confort. C'est notre dernier jour de moto, nous devons rejoindre Nador pour embarquer. Il nous reste 350 km à faire pour boucler notre parcours. Après un petit déjeuner plus que copieux, nous attaquons l'ascension d'un sommet en espérant descendre sur l'autre versant. La piste est assez cassante, avec parfois de grosses pierres à éviter. On aperçoit enfin le haut du sommet. Et là, notre route s'arrête ici. Le relais, on peut aller plus loin. On est quitte à redescendre par le même versant. Et au détour d'un virage, on rencontre un troupeau de vaches avec selon Luc un taureau. Je me dévoue à tracer le chemin, ma moto étant la plus imposante. Affamés, nous arrivons à un restaurant spécial vegan. La viande est exposée. Un petit SMS à ma femme. Et nous nous en donnons un cœur joie à dévorer ces délicieuses côtelettes. On fait une dernière piste avant de prendre l'autoroute, et c'est déjà l'heure du bilan. Nous avons passé un séjour incroyable au Maroc. En évitant les grandes villes, nous avons, je pense, côtoyé un Maroc authentique, hors des sentiers touristiques, très loin de Marrakech où j'avais séjourné 3 ans auparavant. Le Maroc propose des paysages extraordinaires et variés, offrant à la fois le désert et la montagne. C'est vraiment un endroit privilégié pour rider en moto. Les Marocains ont toujours été très souriants et accueillants, prêts à nous aider pour trouver de l'essence, à manger, ou tout simplement nous indiquer notre chemin. Toujours enthousiastes à nous raconter leur vie marocaine. La traversée des villages avec les enfants qui nous saluent resteront de grands moments. De notre côté, nous n'avons eu aucun problème physique, 0 pépin mécanique, aucun entretien, excepté le graissage des chaînes et l'ajustage de la pression pour le sable. On s'est perdu plus d'une fois, quelques galères dans le sable, mais cela fait partie de l'aventure. Alors forcément, après avoir vécu 15 jours 24 heures sur 24 ensemble, notre amitié s'est renforcée.
le désir de repartir ensemble bien présent, et dès le retour en bateau, nous envisagions déjà nos prochaines destinations. Je vous partage une petite astuce pour la fin. Voici la technique pour remonter une moto de 260 kg bien chargée. Venez, bande de couillons. Bah, c'est simplement d'avoir 2 potes avec soi. Voilà, c'est bien plus simple. En espérant que ce film vous ait donné l'envie de découvrir le Maroc.